je poursuis sur le sujet du HAL. Donc c'est comme je disais, hyperarticle en ligne et donc une archive ouverte. Donc on va voir ce que c'est. Donc comme je vous disais, je ne suis pas Christine Berthaud. Donc je vais passer un petit peu rapidement sur certaines diapos puisque je ne pourrais pas vous en dire plus. Et puis je vais essayer de vous expliquer plus en détail plutôt le côté technique de ce projet-là. Et pour resituer un petit peu le contexte, en fait, il faut savoir que traditionnellement, ou plutôt historiquement, les chercheurs en fait, diffusaient leur production dans des revues scientifiques, à travers des congrès, etc. Et puis, on va dire, grosso modo une dizaine d'années, il y a donc un mouvement d'archives ouvertes qui vient donc d'une volonté politique et stratégique de donner accès librement aux productions de la recherche. Donc HAL en fait est l'outil qui permet ça au niveau national, puisque c'est une archive ouverte, donc c'est un dépôt dans lequel on va venir référencer et indexer les documents de la recherche. Voilà. Donc une archive ouverte, comme je vous disais, c'est un réservoir de données, donc c'est sur un serveur, c'est du stockage. Et donc le contenu, qui sont des documents scientifiques et techniques, est accessible en ligne librement sur le web. Et pour que tout ça fonctionne, ça respecte un protocole d'échange qui est OAI-PMH. Voilà. Donc auto-archiver, on entend ça parfois, ça veut dire déposer des documents dans ce réservoir. Donc on parle d'auto-archivage, parce que pour une bonne partie, ce sont directement les chercheurs qui viennent déposer leurs documents. Et après, il y a un système en fait, qu'on va voir de validation du document. Donc les enjeux de cette politique sur les archives ouvertes, c'est la mise en œuvre d'une politique scientifique et technique commune en consolidant les moyens et en permettant aux chercheurs de partager les résultats de leurs travaux sous forme numérique, donc ça c'est important aussi, de diffuser les résultats immédiatement et gratuitement à la communauté scientifique internationale ainsi qu'au grand public, et d'assurer de manière transparente leur conservation à long terme. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une volonté stratégique, politique. Donc, bon, là, il y a un exemple de signature d'une convention qui implique des grands établissements de recherche et donc HAL sur ce sujet-là. Donc là, on a une capture d'écran de la page d'accueil de HAL. Donc, on voit que ça permet le dépôt, donc par les chercheurs ou par les documentalistes de laboratoire, par exemple, la consultation par thématique ou par laboratoire, ou d'autres entrées, la recherche de documents, voilà. Et puis on a donc, ici on voit bien avec le graphique que l'évolution des dépôts est en très forte croissance, donc depuis une dizaine d'années. Alors, je vais pas commenter chaque animation parce que je ne vais pas être capable. Mais je vais vous donner une idée générale en fait. Voilà. Donc en fait, HAL, il faut voir ça vraiment comme une grosse base de données, un socle très structuré et très stable, dans lequel en fait on va enregistrer des notices. Donc les notices, ce sont, comme on voyait tout à l'heure, des fiches de renseignement sur des documents. Et qui comporte comme renseignement notamment un lien vers le document dans son intégralité. Donc ces notices-là en fait comportent ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire les renseignements en fait, du document. Et en fait, HAL donc, a les métadonnées qui sont communes à tous ces portails, puisqu'il existe différents portails de HAL. Donc si on va sur le HAL tout simple, on va avoir les métadonnées socle. Et si on passe par un de ces portails, par exemple de l'INSERM, on va avoir les mêmes métadonnées que dans HAL, donc les mêmes informations bibliographiques, plus d'autres informations qui seront propres à l'INSERM sur ces documents. Donc on a plusieurs entrées différentes. On peut avoir également des entrées par type, donc on voit au milieu tel, donc c'est un serveur uniquement pour les thèses. Donc là pareil, on va avoir le socle commun d'informations plus des informations propres aux thèses, donc par exemple des informations sur la soutenance de la thèse.
Comme je vous disais, il y a un parcours pour le document. Donc on a d'abord un dépôt qui se fait en 4 étapes. Le renseignement des métadonnées descriptives du document, le renseignement des métadonnées qui sont relatives aux auteurs. Ensuite, on transfère le fichier, le document intégral, et on a donc un récapitulatif avant le dépôt. Ce dépôt est donc soumis à vérification. Donc on a une validation scientifique élémentaire. Donc en fait, le principe, c'est de vérifier un certain niveau scientifique, mais pas de l'évaluer, contrairement aux revues scientifiques classiques. Et on a une vérification donc, de la conformité du dépôt, l'appartenance de l'auteur à un laboratoire de recherche, la conformité du type de document, et puis voilà, différentes vérifications. Si tout est OK, on met en ligne. Et puis voilà, on constate 2 principales causes de demande de modification au sujet donc, des droits de diffusion et de l'identification des documents sources. Donc, concernant les droits de diffusion, je pense que c'est important de le préciser. Quand on le met sur HAL, ça donne un accès libre, donc on peut consulter le document, ça ne veut pas dire qu'on peut le réutiliser, enfin que le lecteur peut le réutiliser et le réexploiter comme il le souhaite. Il y a des droits à respecter, bien évidemment. Et puis, on sait aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vont publier à la fois en archives ouvertes et à la fois dans des revues scientifiques. Donc là, c'est pareil, il y a une négociation de droit avec la revue. On ne va pas forcément trouver systématiquement tous les articles en archives ouvertes. Je ne sais pas, Marion, si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là. Moi, je peux insister sur le principe de gratuité peut-être de HAL. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le principe de la publication de la recherche scientifique. Mais traditionnellement, publier dans des revues, ça coûte diffuser les résultats de la recherche dans des revues, ça coûte très très cher. Simplement parce que les abonnements sont hors de prix. Et donc c'est un petit peu pour contourner ce système qu'il existe dans chaque pays en fait des dépôts, des plateformes comme ça de dépôt. Et HAL, c'est vraiment la plateforme nationale reconnue partout au plan national donc de dépôt de publications scientifiques. Et pour les auteurs, c'est très intéressant de publier là-dedans, tout simplement pour se faire connaître, parce qu'on peut, si on ne peut pas modifier leurs recherches, on peut citer leurs articles, leurs parutions, et tout leur intérêt à eux, c'est évidemment de se faire connaître et de relayer les informations. Et aussi, c'est très bien d'avoir ce genre de plateforme, tout simplement pour la visibilité de la recherche française au niveau international. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner une visibilité sous couvert de gratuité aussi. Oui, je pense que les 3 principaux intérêts de l'archive ouverte, c'est la visibilité, comme tu disais, l'accessibilité et la pérennité, en fait, puisqu'on verra que une fois qu'on a archivé, en fait, le lien, alors là pour le coup, les liens URL sont pérennes, donc ça ne va pas bouger dans le temps. Et il y a, en fonction de chaque identifiant, il y a une possibilité de mise à jour par le chercheur qui va pouvoir en fait mettre à jour sa publication, on va voir les différentes versions et donc suivre en fait l'historique de ses recherches. Et c'est très très simple de déposer pour les chercheurs les métadonnées. Enfin, vu que c'est eux qui déposent les métadonnées auteurs, ils sont capables de renseigner leur nom, prénom, date de naissance, des choses comme ça. Les mots-clés, bon, c'est soumis à validation des documentalistes bibliothécaires quand même. Mais pour transférer un fichier PDF, c'est des choses qu'ils sont habitués à faire. Et en général, et puis l'université encourage évidemment tous les chercheurs à déposer sur ce genre de choses. Par exemple, le serveur TEL, donc les thèses en ligne, en général, maintenant, je pense que toutes les thèses qui paraissent en France, sauf les thèses qui sont soumises problème de propriété industrielle. Voilà, pour la propriété industrielle, des choses comme ça, toutes les thèses sont déposées sur ces serveurs-là. Donc ça donne vraiment une visibilité de la recherche. Vis-à-vis des éditeurs, en fait, en sciences dures, surtout les auteurs abandonnent leurs droits à l'éditeur. Ils ont toujours le droit moral sur leur œuvre, mais ils n'ont plus le droit sur la publication. Donc en fait, quand on va sur HAL, quand on rentre le nom de la revue dans laquelle on a publié, il vous emmène automatiquement sur un site qui vous donne la politique de l'éditeur vis-à-vis des archives ouvertes. Et qui vous dit si vous avez le droit ou pas de publier avec un embargo, sans embargo. Oui, voilà, il y a des différents le fichier source, le fichier éditeur, etc. Mais il y a des projets actuellement en cours justement avec des négociations avec les éditeurs pour notamment avec Springer qui est un gros éditeur de revues scientifiques. Ils sont en train de céder les droits, enfin ça se négocie
Il y a des contreparties aussi. Donc voilà, pour résumer, donc HAL c'est une plateforme commune qui permet donc différentes choses. Donc garantir l'accessibilité au texte intégral, donc c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Ça permet l'indexation globale du texte intégral contenu dans la base, puisque effectivement comme les documents sont en format numérique, on peut faire des recherches plein texte. Ou en tout cas on va pouvoir de plus en plus aller vers ça. Ça permet de préserver un niveau scientifique homogène et de qualité, d'offrir une meilleure visibilité à l'international, effectivement, puisque ça va aussi, HAL va aussi contribuer à des projets d'ampleur internationale. Donc d'être interconnecté avec les bases mondiales de référence, de fournir des URL pérennes et ainsi de permettre la citation numérique, donc ça c'est également très intéressant pour les chercheurs, d'horodater les dépôts et ainsi de valider une antériorité scientifique, d'enrichir automatiquement les référentiels institutionnels, de limiter la saisie des références à un seul système, puisqu'on a vu que c'était vraiment un seul socle commun avec différentes entrées, d'effectuer l'archivage à long terme et de limiter l'effort à une seule unité spécialisée, puisque ici encore c'est la mutualisation du travail. En fait, le chercheur va en faire une partie, le documentaliste une autre en fonction des structures. Et donc je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Je pense que le plus important c'est le premier, puisqu'on a 270 377 articles scientifiques accessibles en texte intégral aujourd'hui sur HAL. Et donc, comme je vous disais, HAL s'intègre à d'autres projets d'échelle internationale et aussi de référencement, donc notamment Google Scholar, qui est quand même très utilisé pour la littérature scientifique. Donc là, on a un graphique de la répartition par type de document. Donc la grosse majorité concerne les articles dans des revues avec comité de lecture. Donc ça veut dire soit que les droits ont été accordés pour une double publication, soit qu'on a attendu un certain temps avant de pouvoir publier. Marion, tu sais peut-être mieux que moi ce genre de choses. Oui, non, mais si, c'est ça. Enfin voilà, on a pu publier chez un éditeur, mais on va également avoir le droit de... Soit qu'on a mis en ligne le fichier auteur, c'est-à-dire avant la mise en forme par le publisher. Oui, exact. Oui, parce que sur le fichier publisher, il y a des droits de l'éditeur dessus, mais le fichier auteur, le dernier fichier auteur il y a toutes les corrections. Donc on peut très bien trouver sur HAL des documents qui ont l'air de documents Word ou PDF tout nus, avec toutes les figures à la fin par exemple. Et en fait, c'est le texte absolument identique à celui du fichier qui a été édité dans la revue. Donc là, on a un exemple de notice dans HAL. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'une thèse. Donc, en haut, on a le nom de l'établissement, le directeur de thèse, le titre, l'auteur, la date, le résumé. La structure de recherche de rattachement de l'auteur, des mots-clés, et puis le document dans son intégralité, avec en dessous, c'est caché, mais il y a tous les identifiants qui permettent donc l'identification pérenne du document. Donc on voit que ce sont des données qui vont être plus... on a un certain nombre de données, mais pas autant que dans le pavé, par exemple, ISBD que je vous montrais sur PLP, qui est vraiment très 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 riche. Là, voilà, donc ça c'est le format dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle le Dublin Core. Et là, tu as l'icône récupérée Ah oui, en haut à droite. avec Zotero. Alors on peut le récupérer avec Zotero ou plein d'autres logiciels de référence bibliographique, il en existe beaucoup. Et donc en fait on récupère de quoi citer la référence, en fait, donc toutes les métadonnées qui sont sur le document, l'auteur, la date, etc. Et le lien vers donc, le document qui va fonctionner tant que l'URL est pérenne, ce qui est le cas dans HAL. Donc là, on a un exemple de page de résultats de recherche. Donc, on a la conclusion. Donc, au-delà des besoins institutionnels, HAL a toujours offert une politique d'archives ouverte qui permet de privilégier la communication scientifique directe grâce à un partage des données primaires immédiat. Ça permet de conserver la production scientifique comme un patrimoine, de participer à une politique internationale fondée sur des standards reconnus et des interconnexions et des partenariats forts. Donc ça permet à chaque auteur de diffuser et de partager son travail en toute sécurité partout dans le monde, puisque HAL en fait ne va pas réutiliser
de façon obscure votre document, il va juste le mettre en ligne en fait. Et chaque lecteur a un accès pérenne, libre et gratuit à des documents scientifiques. Donc ça permet de favoriser la visibilité des domaines de recherche, mais également de suivre dans le temps. Donc c'est très stratégique en fait pour le monde de la recherche de pouvoir en fait avoir une visibilité sur le long terme des recherches. Donc voilà, donc, on a une liste de liens qui permettent d'aller plus loin, donc pour déposer sur HAL ou sur TEL. Et puis donc le site du CCSD, qui est donc le Centre pour la communication scientifique directe, qui met en place le HAL. Donc le CCSD, c'est une unité du CNRS. Donc HAL est financé entièrement par le CNRS, c'est ça que vous disiez à la fin? Il me semble que oui. Après, j'ai aucune idée des prix, mais vu que il faut juste payer des gens qui entretiennent, des informaticiens qui vont. Mais vu que c'est un projet à dimension nationale, les coûts sont peut-être moindres pour la personne. Disons qu'on mutualise le travail, voilà. En fait, tout le monde participe au travail. Les chercheurs, ils ne payent pas pour publier. Oui, il y a les serveurs et les documentalistes Voilà, qui vérifient c'est de la maintenance. Et puis il y a quand même la vérification humaine de chacun. Voilà. Donc c'est quand même. Il y a quand même des gens derrière. C'est quelques documentalistes.